Je suis sûr que beaucoup de personnes dans notre public veulent connaître votre compréhension de ce qui se passe au Venezuela dans l'affaire Maduro. Je pense qu'il s'agit d'une opération à multiples facettes, à la fois tactique et opérationnelle, qui s'est déroulée remarquablement bien. Mais la situation est très délicate en raison du précédent qu'elle a créé et de ce qu'elle pourrait annoncer pour l'avenir, au-delà même de ses précédents. Laissez-moi vous donner un exemple, en fait, plus d'un. Les commentaires de Trump sur le Groenland. Réfléchissez-y un instant. Je n'ai aucun doute qu'il va probablement agir en ce sens. Quelle est la place du Groenland pour l'Empire, comme Taïwan l'est pour la Chine? Et où se trouve la plus grande menace? Quelle est la raison la plus forte de faire ce que Trump dit vouloir faire avec le Groenland, c'est-à-dire occuper Taïwan? Il vient d'en établir le précédent. Il a établi le précédent permettant à Xi Jinping d'utiliser tous les moyens nécessaires avec Taïwan. Parce que n'importe quel imbécile, même un idiot, sait que Taïwan représente une menace bien plus grande pour la Chine, avec son alliance tacite avec les États-Unis, que le Groenland n'en représente pour les États-Unis. Il a donc simplement posé les bases pour Xi Jinping. Xi Jinping pourrait prendre Taïwan demain matin, de la manière qu'il souhaite. Exercice militaire, opération spéciale, ou simplement en exerçant une pression à laquelle il ne pourrait pas résister. Il pourrait le faire dès demain matin. Et que dirions-nous? Comment pourrions-nous dire quoi que ce soit? Voilà donc la première chose vraiment horrible que Trump a faite. Et Poutine y a fait allusion, tout comme d'autres dirigeants mondiaux. C'est un précédent incroyablement dangereux à établir. Non seulement cela nous ramène à l'Empire athénien, par exemple, où la justification pour tuer tout le monde à Milos se résumait à « nous pouvons le faire ». Vous êtes faibles, nous sommes forts. C'est la règle. Eh bien, regardez où Athènes a fini avec une telle règle. C'est essentiellement ce que nous disons. Et lui, il en rajoute encore, en parlant du Groenland, du Mexique, de la Colombie. Ce qu'il fait est insensé. Nous ne faisons pas que détruire le soi-disant ordre fondé sur des règles. Nous le remplaçons par le chaos, un chaos déterminé par celui qui possède la plus grande armée, la plus grande incompétence stratégique dans son utilisation et la volonté de tout faire malgré tout. C'est le précédent que nous avons établi. Nous avons détruit le droit international. Il n'existe plus. Nous avons anéanti toute autorité que l'ONU aurait pu conserver. De toute façon, elle devenait de plus en plus inefficace. Gaza a provoqué cela. Mais Trump a aussi facilité et encouragé ce processus, sans Biden et Trump. Et maintenant, en particulier, sans Trump et ce que nous faisons en ce moment, en bénissant cette prise de contrôle coloniale de Gaza et en envisageant de les expulser quelque part. Je sais que tu as une idée à ce sujet, avec laquelle je ne suis pas forcément en désaccord, mais je ne suis pas d'accord avec la méthode employée. Tout cela détruit tout ce que beaucoup de gens, et j'ai eu hier soir une conversation presque en larmes de la part de some people, ont essayé de préserver. Les personnes qui connaissaient Eisenhower, celles qui connaissaient Goodpaster, celles qui connaissaient l'entourage de Truman, pas forcément Truman lui-même. On ne disait pas vraiment de bien de Harry Truman. Je pense que c'était en quelque sorte la réaction à sa reconnaissance d'Israël. Mais ces gens étaient sincères lorsqu'ils parlaient de la Charte des Nations Unies. Ils étaient sincères. Eisenhower en particulier était sincère. Il avait vu l'effusion de sang. Il avait vu la destruction. Il avait vu les camps de concentration. Il savait que ce que représentait la Seconde Guerre mondiale, c'était le point le plus bas de l'histoire humaine. 100 millions de victimes. Presque tout le monde dans le monde touché d'une manière ou d'une autre. Des grandes nations pratiquement détruites. 10, 15, 20 ans et des milliards de dollars pour les reconstruire. Il avait vu tout cela.
Ils étaient sérieux dans leur démarche lorsqu'ils ont mis sur pied les Nations Unies et tenté d'élaborer un cadre pour les relations internationales qui fonctionnerait sans cette guerre constante et surtout sans guerre mondiale. Et bien sûr, sans ce que la nouvelle technologie avait apporté, les armes nucléaires. Et ils étaient sérieux. Nous étions d'accord pour dire que ce sérieux s'était éteint avec Bill Clinton et que chaque président de l'Empire depuis lors n'a fait qu'aggraver la destruction de ce sentiment d'après-guerre et certainement de cette structure internationale née après la Seconde Guerre mondiale. Et nous l'avons fait en pirate. Nous l'avons fait avec cynisme. Nous l'avons fait au grand jour. Nous avons laissé le monde entier voir ce que nous faisions et nous nous en moquons éperdument. C'est un renversement aussi grossier que possible de plus de 70 ans de succès relatifs dans la gestion de la condition humaine sur cette planète, à part une guerre nucléaire. Et Nima, nous nous dirigeons droit vers cela. Larry, tu sais qu'aujourd'hui, à l'ONU, on parlait de la situation au Venezuela. Et voici ce qu'a dit Marco Rubio. Ce n'était pas à l'ONU, mais il a évoqué la situation au Venezuela. Et ta question numéro 1. Le Venezuela est une source majeure. Et la raison en est la suivante. J'ai vu beaucoup de ces reportages, et ce sont de faux reportages. Je vais te dire pourquoi. Ils affirment que d'une manière ou d'une autre, le Venezuela n'est pas impliqué dans le trafic de drogue parce que l'ONU dit qu'il ne l'est pas. Je me moque de ce que dit l'ONU. L'ONU ne sait pas de quoi elle parle. Maduro a été inculpé par un grand jury du district sud de New York. Cela signifie que le district sud de New York a présenté les preuves à un grand jury et qu'un grand jury l'a inculpé. Ensuite, un acte d'accusation supplémentaire a été publié, rendu public il y a environ 1 an et demi, qui détaillait précisément les actions de Maduro. Donc, premièrement, qu'il n'y ait aucun doute, Nicolás Maduro est un trafiquant de drogue inculpé aux États-Unis et il est un fugitif de la justice américaine. Il dit simplement que, d'après la façon dont il en parle, si quelqu'un est inculpé, disons en Chine, par un grand jury, ils peuvent l'arrêter. Oui, s'ils sont inculpés aux États-Unis, ils sont coupables. Bon sang, ils sont coupables. Et Marco le sait, ils sont coupables. C'est l'argument le plus ridicule que j'ai jamais entendu, mais ce n'est pas la chose la plus absurde qu'il ait dite au cours des dernières 48 heures. J'en ai vu une qui était d'une stupidité ahurissante. Il n'arrivait même pas à finir ses phrases avant de passer à une autre idée. Il trébuchait dans tous les sens. Il ne sait pas comment expliquer ce qui se passe. Et revenons un instant en arrière. L'une des raisons pour lesquelles il ne sait pas, c'est qu'il porte 2 casquettes. Il est conseiller à la sécurité nationale, donc il est censé surveiller et encadrer les décisions comme celle-ci. Et il est aussi secrétaire d'État et proconsul en puissance du Venezuela. Je n'aimerais pas être à sa place en ce moment. Il est piégé de tant de façons différentes qu'il ne peut plus parler de manière intelligible. Et c'en était un exemple, même si c'était un peu plus compréhensible que ce que j'ai entendu plus tôt dans la journée. C'était complètement décousu. Voilà ce qui arrive quand il n'y a aucun processus. On a Trump. C'est exactement ce qui se passe ici dans le processus décisionnel des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas conforme à la loi de 1948. Ce n'est pas conforme à l'évolution de ce processus au cours des 60 ou 70 dernières années. Ce n'est conforme à rien d'autre qu'à la bouche de Trump. Et ce qui est regrettable, c'est que des gens comme Rubio, Hegseth, Noem, Bondi et Patel ne font qu'écho à tout ce que Trump leur dit de répéter, que ce soit l'affaire Epstein, qui devient maintenant totalement incontrôlable pour Trump.
Et il faut considérer cela comme l'une des raisons pour lesquelles il a agi ainsi. L'une des raisons, tout comme Bill Clinton, a bombardé la Serbie pendant 78 jours pour détourner l'attention de l'affaire Monica Lewinsky. Trump fait cela en partie pour détourner les Américains, et en particulier les partisans de MAGA, de toute cette histoire autour d'Epstein, car il a des problèmes même avec MAGA à ce sujet. Il s'en sert aussi pour distraire ses partisans de MAGA qui s'éloignent d'Israël, afin de détourner leur attention de cela, de l'assassinat de Kirk et de tout le reste. Il y a donc toutes sortes de raisons pour lesquelles Trump, qui est vraiment un politicien astucieux et malveillant, agit ainsi, en plus du pétrole et des autres motifs que nous savons être les raisons fondamentales de notre implication. Tout s'est mis en place pour lui, et il a des courtisans qui approuvent tout ce qu'il fait, y compris un type qui agit à la fois comme conseiller à la sécurité nationale et comme celui qui est censé lui dire quand il fait vraiment n'importe quoi. Au lieu de cela, Rubio essaie, de manière incohérente d'ailleurs, de renforcer ce qu'il a fait. Et Rubio sait mieux que ça. Parmi toutes les personnes de l'administration, je déteste peut-être Marco Rubio. Et c'est vrai à cause de sa position sur Cuba, une île où il n'a jamais mis les pieds. J'y suis allé au moins 13 fois. Lui, il n'y est jamais allé, et il en parle tout le temps. Tais-toi, Marco, tu n'y es jamais allé. Mais au moins lui, il a un cerveau. C'est le seul membre de l'administration qui ait un cerveau. C'est pourquoi je leur ai dit, vous savez, ne le nommez pas vice-président, parce qu'ils voudront s'en prendre à lui. Il a un cerveau, mais c'est un cerveau malfaisant. Mais il ne fait rien dans son autre fonction, celle de conseiller à la sécurité nationale, à part jouer les courtisans et servir de caisse de résonance pour Trump. C'est le poste le plus important que le Congrès ait créé après la Seconde Guerre mondiale. Et il n'a même pas vraiment été créé par le Congrès. Il découle de la loi sur la sécurité nationale de 1947. Il n'est même pas mentionné dans cette loi. Et Dwight Eisenhower a eu l'intelligence de comprendre que le Congrès, en adoptant cette loi, avait en quelque sorte oublié quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il a commencé à construire. C'était Andy Goodpaster. C'était d'autres qui travaillaient pour Eisenhower. Au moment où l'on arrive à Kennedy, puis au-delà de Kennedy, on se retrouve avec une personne occupant ce poste, non élue, non soumise à l'avis et au consentement du Sénat. Le Congrès était donc un peu nerveux à ce sujet. Mais il s'est avéré que, lorsqu'il s'agit d'un Brent Scowcroft, d'un bon conseiller à la sécurité nationale, cela peut être une véritable bénédiction pour le processus de prise de décision. Car il y a quelqu'un qui possède les compétences et la confiance du président pour lui dire quand il est nu sous la pluie. Ronald Reagan le savait, et en a eu 6, de sorte qu'aucun d'eux n'a jamais pu accumuler trop de pouvoir. Eh bien, Trump a surpassé Reagan. Il n'en a pas du tout. Il a un secrétaire d'État qui se fait passer pour un organe de sécurité nationale. Le processus de décision tout entier est donc un désastre. Marco Rubio affirme que la situation au Venezuela est différente de ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et en Libye. Parce que nous ne sommes pas là en force. C'est la seule différence. Aujourd'hui, la Chine a déclaré à l'ONU que les États-Unis répètent les crimes commis en Irak, en Libye et en Iran, en envahissant des États souverains, en alimentant l'instabilité et en dévastant les populations civiles. Et Donald Trump n'a pas l'intention de reculer. Il parle, comme vous l'avez mentionné, de la Colombie et de Cuba. Tu sais qui pourrait vraiment rendre service au monde en ce moment. Elle ne le fera pas, mais j'aimerais qu'elle le fasse, parce qu'elle est d'une absence totale de scrupules. C'est la vice-présidente, désormais investie comme présidente. Elle devrait décrocher le téléphone et appeler Donald Trump.
Sans aucun doute, il répondrait, et elle devrait lui dire « Je suis la présidente dûment constituée, assermentée et constitutionnelle de la République Simón Bolívar du Venezuela, la République bolivarienne du Venezuela. Je suis la présidente. Pas Maduro, vous l'avez mis en prison. Je suis la présidente, ne me dites pas ce que je vais faire. » Puis elle devrait raccrocher et voir ce qu'il fait. Ou encore mieux, terminer la conversation par « Ne me dis pas ce que je vais faire. Tu ferais mieux de te préparer à venir me chercher. Tu es prêt à venir me chercher. » Puis raccrocher. C'est ce qu'elle devrait faire. Que ferait Donald Trump? Il serait dans un sac de nœuds par excellence. Est-ce que je lance une autre opération militaire? Cette fois, est-ce que j'envahis vraiment? Cette fois, est-ce que je laisse des troupes dans le pays? Je veux dire, quel choix aurait-il si elle se levait et disait « Je suis la présidente dûment nommée, élue, tu sais, constitutionnelle, peu importe ce qu'ils disent au Venezuela, de mon État maintenant. Ferme-la ou viens me chercher. » Qu'est-ce qu'il ferait, bon sang? What the hell would he do? Mais Larry, les gens d'Amérique latine, ils ne possèdent rien en ce moment. Il ne détient rien au Venezuela. Peut-être qu'il a encore quelques agents de la CIA et d'autres personnes dans le pays, mais ils ne possèdent rien. Ils ne peuvent rien posséder. Ils ne peuvent rien occuper. Ils ne peuvent pas pomper de pétrole. Et tu sais ce qu'elle pourrait faire d'autre? Et je t'assure qu'elle pourrait le faire. Elle pourrait aller voir le PDG de Chevron et lui dire « Maintenant, j'ai dit à ce salaud de Washington ce que je pense de lui et de ce qu'il a fait. Mais je suis prête à te laisser revenir, à condition qu'on s'assoie pour en discuter et se mettre d'accord, pour réhabiliter l'infrastructure de notre industrie pétrolière. Tu seras la première multinationale. Si tu veux que d'autres participent, on y réfléchira. Exxon, Royal Dutch Shell, qui que ce soit, on les envisagera. Mais ils doivent tous accepter ce que nous acceptons, c'est-à-dire ce dont Donald Trump a parlé, et qu'il est aussi déterminé à faire que je le suis à sortir d'ici et me tirer une balle dans la tête. Vous savez, le partage des richesses avec les Vénézuéliens doit être un nouveau contrat. Il faut que ce soit. Vous faites vos bénéfices, mais la majorité de ces bénéfices revient aux personnes qui possèdent le pétrole. Et les personnes qui possèdent le pétrole ne sont pas les États-Unis d'Amérique. Ce sont les citoyens vénézuéliens. Ce sont eux qui possèdent le pétrole. Elle pourrait vraiment se faire une héroïne, à la fois auprès de son propre peuple et de la communauté pétrolière mondiale. Parce que laissez-moi vous dire, ces multinationales, si elles leur donnaient le cadre juridique pour faire ce que je viens de décrire grossièrement, elles la soutiendraient immédiatement et la soutiennent, car elles se moquent complètement des capitales nationales. Ils veulent seulement le marché et l'argent. Joue là-dessus. Elle pourrait le faire si elle était vraiment convaincue et courageuse à propos de ce qu'elle veut faire. Mais ce que j'ai entendu à son sujet n'est pas bon. Tu sais, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un comme ça là-dedans. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Le défier? Qu'est-ce qu'il va faire? Envahir ton pays? Eh bien, si cela arrive, tu le tiens par les parties sensibles. Parce que ce serait un autre Vietnam. Beaucoup de gens vont mourir, ce serait tragique. Mais je serais prêt à prendre le risque juste pour renverser la situation et annuler ce précédent qu'il a établi presque aussi vite qu'il l'a créé. Larry, comment as-tu trouvé la réaction de la Russie et de la Chine? De la part des véritables responsables là-bas, comme Poutine et Lavrov, c'était réfléchi, mesuré. Je pense que nous avons maintenant abattu notre dernière carte face à Poutine. Je crois qu'il comprend parfaitement désormais.
C'était quelqu'un de difficile à convaincre sur ce point, mais je suis persuadé qu'il l'est maintenant. Que nous sommes indignes de confiance, trompeurs, qu'il ne vaut pas la peine de nous écouter ni de traiter avec nous. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas aller de l'avant. Et si nous l'acceptons, bien sûr, imposer un accord à l'Ukraine. Mais ce sera entièrement à ses conditions, pas aux nôtres. Et cela signifie aussi qu'il va poursuivre sa riposte à cette affaire de tentative d'assassinat contre lui. Nous avons eu quelques débats dans le groupe avec lequel je parle souvent. Ira-t-il au-delà de l'Ukraine ou restera-t-il à l'intérieur de l'Ukraine? Et certains, comme Doug McGregor et d'autres, pensent que ce sera à l'intérieur de l'Ukraine. D'autres ne sont pas d'accord. Ce pourrait être l'Angleterre, la Pologne ou un autre pays, simplement pour qu'ils puissent démontrer que l'OTAN est désormais considérée comme l'ennemi. J'étais plutôt convaincu par ceux qui soutenaient que cela pourrait se passer en Ukraine, car voici ce qu'ils disaient. Un groupe d'Oreshniks, en plus des 40 à 50 agents de la CIA et du MI6 présents dans le pays, les éliminer tous. Cela paraît très logique, et cela ne dépasse pas les frontières de l'Ukraine. Ainsi, Poutine obtiendrait sa revanche, pour ainsi dire. Et il la prendrait sur la bonne cible, surtout si le MI6 est impliqué, car j'entends de plus en plus dire que le MI6 était vraiment au cœur de cette affaire. Et cela ne s'étend pas, comme je l'ai dit, à l'OTAN proprement dite. Parce que lorsque cela s'étend au territoire de l'OTAN, il faut, comme quelqu'un l'a souligné, prendre en compte l'article 5. Vous savez, une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Même si c'est l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, peu importe, c'est une attaque contre l'OTAN. Quand j'ai entendu cet argument et que je l'ai écouté, je me suis dit oui, c'est probablement ce que Poutine fera. Il frappera un actif de l'OTAN, clairement un actif de l'OTAN, et clairement lié à la frappe de drone qui visait probablement à le tuer. Et il le fera de manière dévastatrice. And he'll do it devastatingly.